Maintenant, ça va être une présentation à 3 voix, donc entre l'ARS et Santé publique France. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Vincent, je travaille à Santé publique France en région Centre-Val de Loire, mais on a préparé cette présentation avec ma collègue référente leptospirose au niveau national, qui est Alexandra Sepfon. Donc moi, je vais m'attacher à la surveillance nationale de la leptospirose, mais mes collègues vont faire après un focus sur la surveillance régionale et les actions portées par l'ARS au niveau régional sur les cas humains. Donc la généralité sur la surveillance, donc il y a toujours eu une surveillance de la leptospirose, même si on sait maintenant, et ça a dit tout à l'heure, qu'elle est de nouveau à déclaration obligatoire depuis alors août-septembre 2023. C'était fin août, donc moi j'ai mis septembre. Mais en attendant, en tout cas, il y a toujours eu une surveillance qui a été assurée par les données biologiques, notamment du Centre national de référence, et qui mettent en évidence qu'effectivement, il y a depuis les années 70, il y a quand même une augmentation de la leptospirose dans l'Hexagone, du coup, et même depuis les années 2015, on arrive au fameux, ce qui a été dit tout à l'heure, une incidence supérieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Dans les Drômes, effectivement, alors moi, je n'avais pas tout à fait les mêmes chiffres, j'avais 10 à 70 fois plus élevé, mais vous le voyez sur le graphique qui est là, alors je pense que c'est la flèche du milieu, c'est ça. En fait, cette partie-là, là, que vous voyez là, eh ben, la France hexagonale, c'est ça, par rapport à ce qui se passe dans les Drômes. C'est-à-dire, dans chacun des Drômes, du coup, la leptospirose est vraiment très importante, et finalement, on a autant de cas identifiés en France hexagonale chaque année que sur l'ensemble des territoires ultramarins. Donc, et dans ces territoires, effectivement, c'est plutôt des zones d'endémie ou d'épidémie, et il peut y avoir notamment des épidémies dans le cadre du coup des saisons des pluies ou suite à des événements inhabituels. C'est pour ça qu'on surveille ces maladies qui peuvent être recrudescentes, par exemple suite à des cyclones, comme il y a eu notamment au niveau de Mayotte en 2023. Justement, c'est ça. Alors, la déclaration obligatoire, qu'est-ce qu'elle permet d'apporter par rapport à ce qu'on avait justement, c'est que la déclaration obligatoire, comme toutes les maladies à déclaration obligatoire, ce sont des maladies qui permettent d'évaluer les politiques de santé publique du coup, qui sont mises en place sur le territoire et qui sont pour la plupart des maladies qui nécessitent une intervention urgente. Et à titre cela, donc mes collègues vont parler de ce qui est fait au niveau local chaque fois qu'il y a un cas humain de leptospirose, mais au niveau également de la surveillance qui est organisée, ça permet de recueillir au mieux l'ensemble des expositions autour d'un cas humain. Donc on en a parlé, les expositions et les facteurs de risque qu'on identifie le plus souvent sont maintenant recueillis dans la déclaration obligatoire. Donc ça peut être les voyages en région endémique comme les Drômes, la fréquentation d'un milieu alors dit rural ou agricole et de pratiques de loisirs du coup qui sont, comme on l'a dit, le canyoning ou alors le rafting, enfin tout ce qui est baignade, la pêche également. Les contacts directs ou indirects avec des rongeurs et des animaux. Le sexe, oui, ça paraît bizarre, mais on le sait ou on ne le sait pas, la plupart des cas humains qui sont identifiés sont des hommes. Du fait notamment d'une exposition sans doute un peu plus importante du fait de leur loisir ou de leur métier, et notamment les professions et les activités. Et effectivement, à partir de ça, on peut notamment avoir une identification de plusieurs cas groupés. Donc, en plus du lieu de résidence des personnes, ce qu'on avait justement avec les données laboratoires, maintenant, nous avons les lieux d'acquisition probable de la leptospirose, du coup, pour les cas qui sont identifiés via la déclaration obligatoire. Donc, ce n'est pas des modalités exhaustives, comme on l'a vu là. Une seule personne peut avoir de multiples expositions qui ont amené à son infection par la leptospirose. Alors là, je fais un petit pas de côté pour parler de ce qu'on fait en plus de la surveillance épidémiologique, pour parler du travail de mes collègues des ARS. Qu'est-ce que ça permet d'avoir une déclaration obligatoire ? En fait, vu que le cas est déclaré à l'ARS, on peut faire des informations aux personnes qui sont co-exposées, notamment dans le cadre d'événements du coup global ou sportifs, dans lesquels plusieurs personnes ont participé et sur lequel un cas a été identifié. Des mesures de prévention, donc des mesures de baignade autorisées ou interdites, l'affichage et la sensibilisation, et l'information dans le cadre d'activités professionnelles à la médecine du travail.
Donc moi, je vais parler de la surveillance nationale, mais je vais surtout me concentrer sur la surveillance dans l'Hexagone, puisque les cas qu'on identifie dans les DROM ont des caractéristiques des fois un peu plus différentes, et mes collègues feront le pendant sur ce qui s'est passé réellement en région Centre-Val de Loire. Donc là, on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire en 2024, on avait plus de 800 cas au niveau du territoire national confondu en France et dans les DROM, dont la moitié dans France hexagonale et l'autre moitié dans les DROM. Donc ça donnait une incidence proche des fameux 1 cas pour 100 000 habitants. Mais vous le voyez, à La Réunion, par exemple, on était à 33 du coup, pour 100 000 habitants, donc une incidence quand même beaucoup plus élevée. Là, les premiers chiffres 2025 sur la leptospirose sont publiés. Et donc, en 2025, de manière générale, que ce soit dans les DROM ou sur le territoire hexagonal, il y a eu moins de contamination humaine. Donc, à savoir 274 cas. Là, aujourd'hui, si vous voyez la distribution des cas selon les dates de début des signes, vous voyez que ça reste une maladie du coup, qui a une prévalence plus importante sur les mois de juillet au mois d'octobre en fonction des activités qui sont identifiées et qui sont les périodes propices finalement à l'exposition, aux expositions pour attraper la maladie. Donc effectivement, c'est sur tout le territoire, la maladie. Il y a des régions qui sont plus ou moins impactées, mais d'une année à l'autre, ça peut varier. Il ne faut pas se dire que ça sera toujours dans l'Est ou ça sera toujours du coup voilà, en Bretagne, parce que vous voyez, des années, ça peut varier. En tout cas, c'est très tributaire des événements et des expositions. On peut retrouver une année... voilà, plein de cas suite à un événement qui s'est passé dans une région où l'année précédente, il ne s'est strictement rien passé. Là, comme je l'ai dit, les caractéristiques des cas en termes de sexe, on a plus une grande majorité d'hommes. Voilà. Et concernant les âges, alors hormis les âges, des âges jeunes, on a quand même un nombre de cas assez équivalent dans toutes les tranches d'âge à partir de la majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans, où il n'y a pas forcément plus de personnes âgées ou plus de personnes jeunes. Là, selon les professions, alors qui sont assez concomitantes à ce qu'on pourrait retrouver sur certaines professions à risque. Donc là, on a choisi certains niveaux professionnels du coup qui sont assez équivoques de certaines surexpositions et qui par rapport à la leptospirose. Donc d'abord, on a les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle. En premier lieu, les retraités qui représentent près de 20% des cas qui sont identifiés chaque année, ou les personnes sans emploi. Et effectivement, on a une petite partie de personnes sans domicile fixe parce que là, on le sait, les circonstances de contamination sont liées aussi à la précarité, notamment de ces personnes-là qui sont plus facilement en contact avec forcément des environnements dégradés et potentiellement infectés. On a des personnes qui travaillent là dans le milieu agricole ou qui sont proches du milieu agricole ou affiliés MSA, donc 8% d'agriculteurs. 3 personnes, dont les pisciculteurs qu'on a mis dans les agriculteurs, effectivement, des personnes qui travaillent dans les espaces verts et des personnes qui travaillent dans les espaces verts. Et effectivement, on a des personnes qui sont des ouvriers, donc on a quand même, vous voyez, près de 6% de personnes qui sont des ouvriers du bâtiment ou des milieux apparentés. Alors ça peut être des peintres, des couvreurs ou des choses comme ça qui, sur certains chantiers, effectivement, peuvent être en lien, notamment aussi avec des environnements contaminés. Et notamment aussi à des personnes de gestion des déchets. Alors vous demandez combien il y avait de vétérinaires sur ces 2 années ? Eh bien, il y en avait 2. Voilà. Et des professionnels de santé, par contre, il y en avait plus d'une vingtaine. Voilà, de santé humaine, j'entends. Concernant la biologie, la majorité des cas qui ont été déclarés étaient confirmés. Ils ont, pour la plupart, pour une bonne moitié, envoyés au CNR. Et on retrouve ictéro-hémorragie pour 40% des cas qui ont été techniqués par le CNR. La vaccination, parce qu'on recueille aussi le statut vaccinal des cas, et il se trouve que 2% des cas, 10 cas sur les 700, étaient vaccinés. Alors il s'agit de vaccinations très anciennes pour la plupart. Elles remontent à plus de 10 ans avant l'infection. Et pour certaines, en fait, comme la vaccination, si j'espère pas dire de bêtises, elle est sur le ictéro-hémorragie, du coup, certains ont contracté finalement un autre
génotype que ictéro-hémorragie. Donc ça explique aussi la contamination, malgré l'infection ancienne. Là, vous avez les caractéristiques cliniques des cas. Donc, on retrouve la fièvre en grande majorité, effectivement les signalgiques tels que ça a été décrit par plusieurs. Et du coup, on retrouve les syndromes hépatiques, syndromes rénaux, la thrombopénie, les symptômes pulmonaires, neurologiques et digestifs, du coup, dans cet ordre-là. Alors, je ne l'ai pas dit, mais enfin si, je l'ai peut-être dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, forcément, là, moi, je suis sur les cas qui ont été identifiés, diagnostiqués. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la partie, des fois, immerger l'iceberg, puisqu'il y a beaucoup de cas qui sans doute passent inaperçus au diagnostic et ne conduisent pas forcément à un diagnostic de leptospirose à la fin. Et donc, il s'ensuit que forcément, sur les cas que nous avons identifiés, le taux d'hospitalisation est assez important, puisqu'il atteint 86%. Un tiers des cas sont admis en réanimation, et il y a eu au total 9 décès sur les 700 que je vous ai cités sur les 2 années. Là maintenant les expositions, puisqu'ils sont de nouveau recueillis dans la déclaration obligatoire. Ces cas, malgré tout, c'est parmi tous les cas qui sont identifiés en France hexagonale, il y en a quand même une partie qui reportait un voyage en zone endémique, c'est-à-dire 15%. Mais il y a quand même une grande partie aussi qui avait un contact direct ou indirect avec des animaux. Quand on parle de contact, c'est un peu peut-être majoré, puisqu'il y en a qui ont constaté la présence de rongeurs à leur domicile ou au lieu de travail. Et il y en a par contre une bonne moitié de cas qui ont eu un contact direct, dont un tiers parmi eux, un tiers qui ont eu un contact avec un rat. Là, on a regroupé tout ce qui était activité de baignade et activités en lien avec l'eau. Donc, ça peut concerner la pêche, le canyoning, le rafting, les trails, comme on l'a dit, le fait d'aller dans la boue et tout. Voilà. Et comme vous le voyez, sur la répartition, justement, cette fois-ci par lieu d'exposition, on voit qu'on en a à peu près sur toute la France. Où il y a eu un type d'activité du coup identifié, que ce soit en 2024 ou en 2025. Bon, en 2025, il y a un peu moins de cas, donc la carte est un peu plus vide, c'est normal. Voilà. Mais en 2024, on le voit, et notamment, mon collègue va parler des exemples en région Centre-Val de Loire. On voit 3 points en région Centre-Val de Loire, où il y a eu effectivement des activités sportives qui seront identifiées par mon collègue sur l'année 2024. Donc là, on était à 38% au niveau national. Et sur les activités d'agriculture ou simplement de jardinage de personnes, cette fois-ci, pareil, on est sur l'ensemble du territoire hexagonal et près d'un tiers, toujours des cas, du coup, ont pratiqué cette activité. Et comme on le voit, c'est assez homogène sur le territoire. Maintenant, je vais laisser la place à mon collègue pour parler de ce qui s'est passé en Centre-Val de Loire. Bien, bonsoir. Donc, moi, je vais prendre le relais pour vous parler de vraiment ce qui s'est passé en région pour la leptospirose. Alors, pas de surprise, on va retrouver à peu près la même chose que ce qu'on a vu pour le territoire métropolitain, puisque la région Centre-Val de Loire, finalement, ressemble beaucoup au reste du territoire pour la leptospirose, en tout cas. Alors, évidemment, les chiffres sont beaucoup plus réduits, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de cas de leptospirose. Donc, en 2024, alors là, on parle des gens qui habitent en région Centre-Val de Loire. On a eu 22 personnes qui nous ont été signalées, et en 2025, on a eu 8 personnes signalées. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on vient de voir, puisque voilà, on retrouve la baisse en 2025. Voilà. Et on représente à peu près en région Centre-Val de Loire bien entre 3 et 5% des cas du national. Si on s'intéresse maintenant, parce qu'on s'est intéressé un peu plus aux personnes qui ont été exposées en région Centre-Val de Loire, mais qui n'habitent pas forcément en région Centre-Val de Loire, bon, on retombe sur des chiffres un peu analogues. On a eu 18 personnes en 2024 et 9 personnes en 2025. Et si on s'intéresse à la distribution temporelle au cours de l'année, eh bien, des 2 années, 2024-2025, on retrouve ce pic du national connu, on va dire, estivo-automnal. Mais il y en a toute l'année quand même. On ne peut pas se dire qu'on est tranquille l'hiver, c'est pas vrai. Si on regarde la distribution géographique, alors la carte n'est pas très détaillée comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que vu le nombre de cas, alors déjà on a des cas dans les 6 départements de la région, c'est la première chose.
Donc il n'y a pas de département épargné. Et si on regarde les départements où il y a plusieurs cas, on s'aperçoit que ces cas sont vraiment éparpillés dans le département, mais on n'a pas du tout de points qui se regroupent. Mais bon, encore une fois, on n'a pas beaucoup de cas non plus. On retrouve pour le sexe la même prédominance de l'homme entre 85%. Bon, on a un petit effectif, donc nos pourcentages sont à prendre avec mesure. Sur la classe d'âge, c'est un peu pareil. On a un peu plus de gens jeunes, mais enfin bon, encore une fois, sur des effectifs aussi faibles, voilà. Mais on a eu quand même quelques personnes de 16, 17, 22 ans qui, ont eu la leptospirose et 2 sont passés en réanimation alors qu'ils n'avaient pas d'antécédents médicaux et qu'on pouvait penser que ça se passerait mieux. Si on regarde le type de profession, donc on retrouve une majorité de retraités, surtout des retraités en milieu rural, on va en reparler. Et puis d'activités aussi agricoles, comme on disait tout à l'heure, les agriculteurs, les gens qui travaillent dans les espaces verts, voilà, ça représente. Et puis quelques cas d'ouvriers du BTP exposés vraisemblablement sur des chantiers souillés. Là, je vais aller rapidement parce que c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de voir. On retrouve, quand la souche est typée, on a la moitié de dictéro-hémorragiae. Sur les symptômes, on retrouve à peu près les mêmes symptômes cochés. C'est assez constant. Les hospitalisations, pareil, beaucoup d'hospitalisations. Alors, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure. 89% d'hospitalisation dans les cas qui nous sont signalés, mais les cas qui nous sont signalés, c'est souvent les cas hospitalisés parce que la pathologie est sévère, parce qu'on cherche un diagnostic et donc on trouve un diagnostic et donc on nous signale le diagnostic. Mais combien il y a derrière de formes polysymptomatiques, de grippe de l'été, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas. Et puis on retrouve un tiers d'admission en réanimation quand même, c'est pas rien. On a eu la chance de ne pas avoir de décès. Si on regarde un petit peu de plus près les expositions, alors nous on considère les 21 jours qui précèdent l'apparition des signes. On trouve parfois des travaux de rénovation comme au niveau national, mais on retrouve surtout le contact avec les animaux, alors de la même manière que sur le territoire métropolitain. Les gens constatent la présence de rongeurs, les signes de rongeurs au domicile ou au travail. Et puis, il y a des contacts avec les animaux domestiques, avec les animaux sauvages. Il n'y a pas de surprise ni de changement. Il y a grosso modo 41% des cas qui concernent une activité de baignade, de contact avec l'eau douce. Et puis 44% qui concernent des activités plutôt de jardinage, d'entretien, de terrain, etc. Ou d'agriculture. Et les activités, par contre, quand on va dans le détail, alors là, on n'en a pas tant que ça, mais il y a vraiment de tout. Je mettais du piégeage de ragondins jusqu'à la pratique du wingfoil sur la Loire, donc vraiment des activités qui sont quand même assez diverses. On a eu aussi des chutes. Donc ça a permis de se rendre compte qu'une alcoolémie très très élevée, ça ne protège pas contre la leptospirose, visiblement. Des logements insalubres avec une multitude de chats ou de rats ou des choses comme ça. De la nage en eau libre, de la baignade, de la pêche à l'écrevisse, voilà. Bon. Mais enfin bon, ce qui revient le plus souvent, c'est pas une surprise, voilà, c'est l'habitat rural avec des animaux, l'habitat rural avec des étangs, l'entretien de la mare, etc. Les exploitations agricoles. Alors, un petit focus sur des alertes qu'on a eues, puisqu'on disait par exemple dans les compétitions sportives, on peut avoir un rôle à jouer. Donc là, on a eu d'abord le swimrun de CDI, du lac de CDI, où c'est l'ARS d'Occitanie qui nous appelle en nous disant « Ah, on a une déclaration de leptospirose pour vous, parce que c'est quelqu'un qui est en vacances à Toulouse, là, mais qui a fait ses analyses, là, mais il habite dans le Cher. » Bon, très bien. Donc, on appelle la personne et là, la personne nous dit j'ai participé au swimrun du lac de CDI
Et c'est sûrement là que je me suis contaminé. Alors on dit, ah bon, très bien. Et il nous explique qu'il a été en fait contacté par l'organisateur de la compétition sportive. Et l'organisateur l'a informé qu'il y avait 2 autres cas parmi les compétiteurs de leptospirose. Un cas confirmé et un cas possible, dans 2 régions différentes, enfin domicilié dans 2 régions différentes. Et donc du coup, cette personne-là se dit qu'elle allait bien, qu'elle n'avait plus de symptômes, rien du tout. C'était une compétition qui avait lieu le 22 juin. On était le 29 juillet, mais il nous a dit, en fait, j'ai réfléchi, j'ai eu des symptômes, j'ai eu de la fièvre, j'ai regardé sur Internet, ça pouvait coller avec la leptospirose. Donc je suis allé voir mon médecin pour lui demander de me faire tester. Et donc sérologie positive avec des IgM pour ce patient, donc qui lui a fait une forme assez légère, on va dire, de leptospirose. Donc on a su que tous les participants, il y avait 80 personnes qui avaient participé à cette compétition, il y en a beaucoup plus les années suivantes, mais c'est déjà pas mal. Donc toutes ces personnes ont été informées du risque de leptospirose et que s'ils développaient des symptômes, etc., il fallait consulter leur médecin traitant en parlant de cette exposition potentielle. On était quand même un peu après la bataille, j'ai envie de dire. Là, on était 15 jours, le 29 juillet, après la fin de l'incubation maximale. On était plus d'1 mois après l'événement. Bon, on s'est posé des questions, parce que le lac de Sidiailles, donc, il est disposé comme ça. Il est alimenté par 2 rivières, l'Arnon et la Joyeuse, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Il y a des gens qui connaissent peut-être. Hein ? D'accord. Et la Joyeuse est là. Bon, j'avais faux. Et donc du coup, on apprend, on questionne quand même le conseil départemental qui est gestionnaire de l'aire de baignade, puisque sur ce lac de Sidiailles, non seulement il y avait eu le swimrun, mais il y a surtout une aire de baignade. En tout cas, on apprend qu'avant cette compétition, vraiment les jours précédents, il y a eu des pluies diluviennes sur cette région. Et du coup, des grandes crues de ces 2 petites rivières qui ont vraiment lessivé les berges, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça a dû attirer les leptospires et les faire circuler dans l'eau. Alors la zone de baignade, elle est ici, donc elle est assez éloignée de l'embouchure des 2 rivières, mais par contre le swimrun il passait ici et il passait là, quoi, en fait, donc des zones beaucoup plus proches de l'embouchure des rivières. Bon, on s'est posé 1001 questions, j'ai envie de dire, mais on s'est dit, alors le conseil départemental nous disait aussi oui, la zone est très propre, c'est entretenu, c'est surveillé, on n'a jamais vu de présence de rongeurs. Par contre, on sait très bien que sur les 2 rivières, l'Arnon et la Joyeuse, là il y a des ragondins. Voilà. Donc c'est forcément le lessivage des berges de ces 2 rivières qui ont entraîné les leptospires et qui ont créé cette contamination. Voilà. Mais aujourd'hui, le 29 juillet, comme je disais, là, le gestionnaire nous disait mais on n'est plus du tout dans cette situation-là. Là, on n'est presque pas encore en sécheresse, mais enfin pas loin. L'épisode de crue est bien dépassé. Et voilà. Donc, bon, on s'est dit, fermer la baignade, on arrive après la bataille, pourquoi la fermer ? Pourquoi fermer celle-là et pas les autres ? Est-ce qu'on va fermer toutes les baignades ? Bon, on ne voyait pas trop de raison de la fermer, puis on s'est dit, si on la ferme, quel va être le critère pour la rouvrir, la baignade ? Ça va être compliqué. Il y avait déjà une information localement sur le site de la baignade pour sensibiliser le public vis-à-vis du risque leptospire. On s'est dit, est-ce qu'il faut renforcer vraiment la signalétique, l'information, s'il faut mettre un panneau tous les 3 mètres, attention, leptospirose. On s'est dit, la baignade ne va pas avoir beaucoup de succès, donc on est resté là-dessus. Et puis on s'est dit, oui, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à l'ensemble des baignades, à voir comment on sensibilise le public, etc., au risque et on informe, voilà. Mais on n'a pas fait de démarche supplémentaire. Ça peut se discuter, mais voilà, on en est resté là. Une autre situation, alors là, c'est le CHU de Tours qui nous signale, qui nous transmet une déclaration de leptospirose avec quelqu'un qui a eu un début des signes le 23 septembre. Donc le CHU de Tours nous signale ça le 1er octobre, donc très bien. Avec, là, c'est un cas confirmé avec une PCR positive dans le sang et dans les urines. Et puis sur la déclaration obligatoire, ils nous mettent notion de nage dans le Cher, à Véretz. Bon.
Très bien, on se dit, dans l'idée, elle est allée nager, cette personne, dans le Cher. Bon, c'est sûrement là qu'elle s'est contaminée. On appelle la personne et puis elle dit, ah non, mais en fait, on était 200 à se baigner dans le... Ah, bien, alors c'est un petit peu décomposé. Mais on s'est repris, on s'est dit, d'accord, compétition sportive. Donc voilà, vous voyez le départ, c'est un petit côté troupeau qui traverse la rivière. Mais il n'y a pas de crocodile. Mais en tout cas, voilà, on a contacté l'organisateur et on lui a demandé d'informer tous les participants de ce cas de leptospirose et donc du risque de leptospirose avec les mêmes recommandations, avec, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la transmission de ces supports là qui existent d'information et de sensibilisation pour les participants. Et ça s'est fait assez bien puisque le président organisateur le président du club qui organisait la compétition a prévenu tous ces présidents de club qui ont prévenu tous leurs compétiteurs et donc ça s'est fait relativement facilement. Là, on était un peu pas dans le cœur de l'action, mais presque, parce qu'on était à 4 jours de la fin de l'incubation, donc on pouvait encore avoir des diagnostics qui tombaient là dans les jours à venir. On n'était qu'à 3 semaines de l'événement. On s'est dit 200 personnes, qui viennent d'un peu partout. Voilà. Donc là, du coup, on a, sorti l'artillerie. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais on a alerté le Chorus. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le Chorus. Le Chorus, c'est quoi? C'est le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales. Heureusement que c'est écrit parce que je ne l'aurais pas retrouvé sinon. Mais bref, c'est, on va dire, à l'ARS, on centralise, nous à Orléans, tous les signaux sanitaires. On est le point focal régional sanitaire. Là, le Chorus, c'est l'équivalent, c'est le point focal national, c'est-à-dire que c'est là où tout peut converger. Enfin, tout ne converge pas au Chorus. En fait, il s'occupe des signaux sanitaires importants, significatifs, un enjeu majeur, que ce soit médiatique, que ce soit... Voilà, si on a une suspicion de cas d'Ebola demain au CHU d'Orléans, ce que je ne souhaite pas, eh bien, c'est sûr qu'on va tout de suite communiquer avec le Chorus pour évoquer cette situation. Et donc, ce Chorus et son centre de crise sanitaire, le CCS, ils sont en relation, bien sûr, avec toutes les ARS. Voilà, ils peuvent communiquer très facilement. Et puis, ils sont aussi en communication facile avec les pays de l'étranger. Chaque pays a son point focal national. Et donc, si dans une compétition sportive, on a des gens qui ont été exposés à une maladie particulière, qui a un risque particulier, le Chorus va prévenir, par exemple, je ne sais pas, des sportifs qui sont repartis en Espagne ou je ne sais où, eh bien, ils vont appeler le point focal national espagnol pour leur dire, voilà, il y a telle situation, vous avez des sportifs qui sont revenus chez vous, ils ont été exposés en France à tel et tel problème, etc. Voilà, là, ça c'est pas, on est dans le cas de la leptospirose, mais on s'est dit quand même 200 personnes provenant de 9 régions. Bon, alors il n'y avait pas d'étrangers, c'est très bien, mais c'était quand même un événement un peu significatif. Donc on les a prévenus, histoire qu'ils soient en lien avec les ARS concernés. Grande chance, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de zone de baignade à proximité. Verrette, c'est là, le Cher aussi, et il n'y a pas de zone de baignade. Donc ça nous a pas mal soulagés, parce qu'on n'avait pas la question de dire qu'est-ce qu'on fait de la baignade. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de nouveaux cas signalés. On est resté avec notre cas unique et on a attendu pratiquement 3 semaines après la fin de l'incubation pour voir s'il se passait quelque chose. On n'a pas eu de nouvelles déclarations. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres leptospiroses parce qu'encore une fois, une petite grippe de l'été, ça a pu très bien passer à la trappe. Un autre signal, alors celui-là qui m'a donné des sueurs aussi, où on nous appelle en nous disant « Ah voilà, c'est Zigan Habitat, une association qui gère la gestion pour Tours Métropole de l'aire d'accueil des gens du voyage ». Et qui nous dit « Ah là là, sur une aire d'accueil, on a eu 5 chiens qui sont retrouvés morts de leptospirose et ça a été validé par un vétérinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Quelle est la conduite à tenir ?» Là, comme ça, là, à chaud, je sais pas, on va réfléchir. Alors, on a appelé, on a fait appel à des amis, on a appelé à DDPP 37. On s'est dit, ils vont nous trouver la solution. Et ils nous ont dit, ah bah, écoutez, c'est pas une maladie réglementée. Bonne journée, bon courage, bonne chance. Voilà, bon, merci. On a très bonne relation avec la DDPP, mais voilà. Et finalement, de coup de fil en coup de fil, de contact en contact, on arrive à avoir les 2 personnes clés de l'histoire, c'est-à-dire les 2 vétérinaires qui avaient vu les chiens.
et qui nous disent « mais ils sont pas du tout morts de leptospirose, les 2 chiens, ils sont morts de parvovirose canine ». Ah bon, enfin, avant de faire ça, j'ai été voir sur Internet ce que c'était que la parvovirose canine, parce que parvovirus chez l'humain, j'ai une vague idée, mais parvovirose canine, je ne savais pas. J'ai vu que ce n'était pas transmissible à l'homme. Affaire réglée, enfin réglée, voilà. Il y a eu une information qui a été faite sur l'aire de voyage, d'accueil des gens du voyage, et puis il y a eu une campagne d'encouragement à la vaccination des chiens contre la parvovirose canine. Mais voilà. Un petit bilan donc de tout ça, finalement, voilà, on n'a pas vraiment de surprise. On a le pic estival, on a la période d'âge des cas de leptospirose, la prédominance masculine. On a quand même, oui, je me suis amusé à reprendre tous les cas depuis mi-2023 jusqu'à aujourd'hui là, de leptospirose qu'on a eu en déclaration, et 44% de ces cas ont quand même nécessité un passage en réanimation. C'est quand même pas rien comme pathologie, y compris des gens qui n'ont pas de facteur de risque. Bon, il y a des gens âgés, ok, mais il y a aussi des jeunes, voilà. Après, se pose la question de, voilà, encore une fois, toujours pareil, la partie émergée de l'iceberg, et qu'est-ce qu'il y a en dessous, mystère et boule de gomme. Il y a sûrement une sous-déclaration, parce qu'un sous-diagnostic, voilà, c'est assez probable. Et puis les expositions, on retrouve toujours les mêmes, les activités de jardinage, l'activité agricole, la baignade en eau douce, etc., qui nous fait dire qu'il faut qu'on réfléchisse aux mesures de prévention, à essayer de la renforcer. Alors il y a eu des campagnes vis-à-vis des sportifs, etc. Bon, je pense que l'information est un peu passée, mais il faut sûrement qu'on renforce les choses. Et peut-être que pour renforcer, des éléments de cartographie pourraient nous aider. C'est la transition pour ma collègue. Merci. Effectivement, au niveau des ARS, on réfléchit à l'élaboration d'un projet de cartographie, cartolepto, pour avoir une approche un peu une seule santé, pour mieux repérer, suivre et prévenir les situations à risque de leptospirose. Donc c'est un projet qui est piloté par le ministère chargé de la Santé, dont l'objectif est de visualiser les cas humains, mais aussi les cas animaux et les facteurs environnementaux pour essayer d'identifier les cas groupés humains ou les cas récurrents qu'on peut avoir dans des zones, sur certains secteurs, de mieux cibler les enquêtes et les actions de prévention autour de ces cas humains, d'avoir une meilleure circulation de l'information aussi entre toutes les instances concernées autour des cas, et puis de documenter les lieux d'exposition possibles, même quand on n'arrive pas à identifier la source, parce qu'on a vu que ce n'était pas toujours évident. Donc, un recensement est en cours auprès des agences régionales de santé pour essayer de définir un cahier des charges des informations que l'on veut collecter et intégrer dans cet outil. Pour le moment, l'outil sera développé dans un premier temps autour des cas humains, mais l'idée c'est de l'élargir aux cas vétérinaires également. Cependant, il y a une contrainte qui est forte, c'est qu'on a des données de santé, donc des données confidentielles qui nécessitent donc l'autorisation de la CNIL, et ce qui peut être très long et ce qui va conditionner du coup un délai de mise en œuvre certainement assez important. Donc l'outil n'est pas du tout disponible. On a des outils informatiques qu'on utilise aujourd'hui au quotidien dans les ARS qui pourraient répondre à ces besoins. Donc on pourra facilement le mettre en place une fois qu'on aura bien défini le cahier des charges pour les cas humains. Néanmoins, l'autorisation CNIL risque de voir un délai un peu s'allonger dans la mise en œuvre de la cartographie. Donc il y a une équipe projet qui s'est constituée autour de cette cartolepto. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un outil une réflexion qui a été lancée à l'initiative surtout des ARS outre-mer, puisqu'elles sont plus concernées qu'en métropole par la problématique de la leptospirose. Et ce groupe de travail a identifié déjà des pistes
d'action pour intégrer justement les données vétérinaires qui ne sont pas vraiment structurées encore aujourd'hui. Donc l'idée, ce serait déjà de tester dans un premier temps un réseau vétérinaire sentinelle pour essayer de collecter de l'information qui pourrait être intégrée dans la cartographie. Autre axe de travail aussi, c'est de définir une fiche pour faire remonter les cas animaux. Et puis, comme pour les cas humains, il faut aussi identifier les informations vraiment utiles qu'on pourrait intégrer dans cet outil, à savoir les espèces, la commune, le contexte d'exposition, les sérovars s'ils sont disponibles. Et puis, bien entendu, il faudra informer et former les vétérinaires sur le diagnostic et sur les modalités de remontée d'informations. Donc, on profite aujourd'hui d'échanger avec vous, de nombreux vétérinaires dans la salle, pour recueillir finalement vos propositions, vos pistes de travail. Donc on a identifié quelques questions auxquelles on serait très intéressé pour avoir vos réponses, à savoir déjà quelles informations est-ce que vous, dans votre pratique quotidienne, vous seriez prêt à remonter, que vous seriez en capacité de remonter dans cet outil qui pourrait alimenter donc la cartographie. Est-ce que ça vous paraît réaliste à l'échelle de notre région de mettre en place un réseau sentinelle? À quelles conditions? Quels freins est-ce que vous identifiez? Donc, que ce soit le temps, le coût des analyses, j'ai compris aussi que c'était un vrai sujet, qu'il n'y en avait pas forcément de réaliser. L'intérêt clinique, quel retour d'information vous souhaiteriez avoir? En échange, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez à avoir une cartographie locale, à être destinataire d'alerte, de recommandations? Comment vous envisagez finalement d'avoir des échanges avec l'ARS? Et est-ce que cet outil cartographique vous serait utile dans votre pratique quotidienne? Donc voilà, on lance comme ça les questions. On est intéressé par vos retours, par vos propositions, que ce soit ce soir ou après, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que Monsieur Touboul pourra relayer nos contacts, mais on est vraiment à votre écoute pour essayer de construire vraiment un outil partagé dans une approche une seule santé, pour essayer de croiser les différentes données qu'on a tous à nos dispositions et qui nous permettraient d'améliorer vraiment la gestion de ces signaux. Voilà, j'en ai fini. Merci. J'aurais juste deux choses à rajouter. Moi, je rajouterais comme question, est-ce que vous, vétérinaires, vous souhaiteriez que ce soit une maladie à déclaration obligatoire, comme ça l'est chez l'humain? Les remontées des données seraient beaucoup plus faciles. Et Florence, qu'est-ce que tu penses, toi, puisque tu es au cœur de l'analyse vétérinaire, qu'est-ce que tu penses de la cartolepto et du fait que ce ne soit pas une maladie réglementée? Donc forcément, les DDPP, l'administration en santé animale n'est pas au courant des cas. Oui, alors ce que je pourrais ajouter... je me lève. Ce que je pourrais ajouter en lien avec cartolepto, c'est que actuellement, mais alors c'est vraiment pour l'instant à l'état embryonnaire et pas structuré ni rien, mais ça pourrait alimenter ça. C'est le RESPAC qui est en train de s'organiser avec, à l'image du RESP, donc, qui est le réseau d'épidémiosurveillance pour les pathologies équines. Et donc, il va y avoir un réseau d'épidémiosurveillance pour les pathologies des animaux de compagnie, avec quelques maladies pilotes, dont la leptospirose. Et donc, le principe, c'est d'avoir des vétérinaires sentinelles, donc certains vétérinaires qui s'engagent à suivre et faire remonter et faire l'enquête épidémio. Alors là, je projette, parce que c'est pour l'instant pas... Mais j'imagine que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Et donc, dans ce cadre-là, ça
pourrait en effet alimenter Cartolepto. Aujourd'hui, alors à ta question, mais bon, je pense que c'était plutôt destiné aux vétérinaires praticiens. Est-ce qu'on la passe en maladie à déclaration obligatoire? Je vais vous laisser répondre parce que j'ai un avis qui n'est pas objectif et je connais déjà la réponse de notre tutelle, le ministère de l'Agriculture. Et puis l'autre question, c'était... Ouais. Et donc, pour ma part, Cartolepto, c'est vraiment, enfin, ce serait, à mon avis, super de pouvoir faire une surveillance conjointe de manière à identifier les hotspots et du coup, tant les vétos, enfin, je vous laisserai parler, mais moi je me dis que je serais intéressée de savoir où il y a eu des cas pour peut-être augmenter la vigilance sur les animaux qui viennent de ces endroits-là. Et c'est tout à fait faisable avec la limite des coûts, en effet, qui limite quand même le diagnostic aujourd'hui.